Donc, bonjour à tous, on va commencer. Bienvenue à ce premier webinaire Wild Trees. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité qui est les réglementations européennes, à savoir le règlement SFDR et la taxinomie européenne. Alors tout d'abord, merci à tous d'être présents et en particulier, merci à Romain Welch et Raphaël Tréguier qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la question qu'on va se poser tout au long de ce webinaire, c'est de savoir si le règlement SFDR et la taxinomie européenne représentent une opportunité pour les asset managers. Je vais commencer par vous présenter rapidement notre société, Wild Trees. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans l'environnement à destination des acteurs de l'immobilier. Notre expertise se décline selon 3 grands domaines que sont la biodiversité, les sujets énergie et climat, donc en particulier l'analyse de la performance énergétique des actifs avec tous les sujets de décret tertiaire qui sont également d'actualité en ce moment, et l'élaboration de trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des trajectoires 2 degrés par exemple. Et notre dernier domaine d'expertise, c'est la finance responsable, donc en particulier toutes les réglementations européennes comme françaises qui se mettent en place progressivement en ce moment. Donc Armance et moi-même, Claire Meunier, sommes chefs de projet au sein de ce pôle finance responsable et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Léa qui est à la technique, qui est consultante également dans ce pôle finance responsable. Donc quels sont les grands objectifs aujourd'hui de ce webinaire ? Premièrement, c'est de vous expliquer le plus concrètement et le plus simplement possible les implications du règlement SFDR et de la taxinomie européenne, même si on va le voir, ce sont des sujets relativement complexes. Et le deuxième point que nous allons aborder, nous allons essayer ensemble de comprendre quels sont les enjeux de la mise en œuvre de ces réglementations pour les sociétés de gestion, grâce en particulier au retour d'expérience de nos 2 intervenants, donc Romain Welch, président de Théorème, et Raphaël Tréguier, président de Careg, qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure. Merci Claire. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer par un rapide aperçu réglementaire en vous définissant les principaux objectifs et enjeux de la taxinomie européenne et du règlement SFDR. Nous échangerons ensuite avec nos 2 intervenants aujourd'hui qui nous partageront leur retour d'expérience. Vous pourrez ensuite nous poser toutes vos questions dans le chat sur Zoom et nous finirons par une conclusion. Donc, nous commençons par l'aperçu réglementaire. Donc, tout d'abord, concernant nos 2 sujets d'aujourd'hui, donc la taxinomie européenne et le règlement SFDR, on va essayer de comprendre un peu quel est l'historique et pourquoi est-ce que ces textes ont été écrits. Donc, il faut savoir que derrière la notion de finance durable, vous avez sûrement dû l'entendre depuis plusieurs années par plusieurs acteurs, il n'y avait pas jusqu'à présent de définition commune à l'échelle européenne de qu'est-ce que c'était vraiment la finance durable. L'Union européenne a donc travaillé sur le sujet avec un groupe d'experts et a publié en 2018 un plan d'action pour la finance durable qui a 3 principaux objectifs. Le premier est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements dits durables. Le second est d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Et enfin, le troisième grand objectif de ce plan d'action est de favoriser la transparence et la gouvernance de long terme. Donc, ce qu'il faut bien retenir aujourd'hui, c'est que ce sont des textes structurants qui sont toujours en cours de développement. Les autorités compétentes apportent des précisions peu à peu, semaine après semaine. Et donc, ces textes entreront en application dès 2022. Et c'est une application progressive, donc 2022, 2023, 2024. Nous vous présentons ici un petit schéma pour un peu comprendre l'articulation de ces différents dispositifs réglementaires, avec bien au centre la taxinomie européenne, donc qui vient définir des critères de durabilité communs. De cette taxinomie européenne découlent plusieurs textes réglementaires. Tout d'abord, 2 textes concernant la transparence extra-financière. Donc, d'un côté, on va avoir la transparence extra-financière des entreprises via la directive CSRD et également la transparence extra-financière des sociétés de gestion, donc avec le fameux règlement SFDR dont nous parlons aujourd'hui. D'autres textes découlent de cette taxinomie européenne qui est bien centrale
qui, eux, ont plus pour but une meilleure lisibilité pour les investisseurs en matière de finances durables, à savoir l'écolabel et les green bond standards. On commence tout de suite avec la taxinomie européenne, avec pour objectif de vous expliquer quels sont ses objectifs et comment est-ce qu'elle se met en œuvre concrètement. Donc, premièrement, comme le disait Armance, la taxinomie européenne, c'est vraiment le dispositif central du plan d'action pour la finance durable de l'Union européenne, puisque c'est le texte qui va venir définir quels sont les critères pour déterminer si une activité économique est durable, si elle est verte, et cela à l'échelle de l'Union européenne. Elle a plusieurs objectifs qui sont, premièrement, promouvoir les acteurs les plus vertueux vis-à-vis des enjeux environnementaux et rediriger les flux de capitaux vers ceux-ci. Également, définir des indicateurs communs de reporting pour tous les acteurs économiques à l'échelle européenne. Et enfin, limiter le greenwashing en définissant ce qu'est une activité verte. Puisque c'est vrai qu'en particulier dans le secteur de l'immobilier, jusque-là, chaque acteur, chaque société de gestion avait sa définition de ce qu'est un actif immobilier durable. Et la taxinomie européenne nous offre une réelle opportunité d'unifier cette définition et d'avoir une plus grande comparabilité entre les actifs et entre les sociétés. Concrètement, comment est-ce que la taxinomie européenne s'applique ? Premièrement, la taxinomie se décline selon 6 objectifs environnementaux. Donc, de manière générale, le texte de la taxinomie a une logique relativement systémique, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif d'adresser l'ensemble des enjeux environnementaux qui nous concernent aujourd'hui. Donc, les 6 objectifs environnementaux sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable de l'eau, l'économie circulaire, la prévention de la pollution et la préservation de la biodiversité. Concrètement, comment est-ce qu'on se met en conformité avec la taxinomie ? Il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est de vérifier l'éligibilité des activités économiques que l'on a. L'éligibilité, finalement, c'est de savoir si les activités économiques que l'on exerce sont potentiellement durables, c'est-à-dire si elles font partie du périmètre des activités concernées par le texte de la taxinomie. Dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier, on a en particulier 3 grandes activités qui sont la construction de bâtiments, la rénovation de bâtiments et l'exploitation de bâtiments via l'activité qui est nommée acquisition et propriété. Donc la première étape, déterminer quelle est la part des activités qui potentiellement peuvent être durables. Et la deuxième étape, c'est de déterminer si elles le sont réellement. On parle d'alignement avec la taxinomie européenne. Pour déterminer cet alignement, on a à nouveau 3 sous-étapes qui sont à répéter pour chacun des 6 objectifs environnementaux. Premièrement, on va venir vérifier qu'on contribue substantiellement à l'objectif environnemental que l'on est en train de regarder. On a pour cela un certain nombre de critères techniques qui sont définis, plus ou moins quantitatifs, et qui permettent d'évaluer de manière objective cette contribution substantielle. La deuxième étape, c'est de vérifier que l'on ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, toujours dans cette logique systémique de considérer l'ensemble des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Et le dernier type de critère, c'est la vérification du respect des normes sociales minimales. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, selon ces 3 étapes, on connaît la part de l'activité économique qui est alignée avec la taxinomie, donc qui est durable. Et la dernière étape, c'est d'agréger toutes ces informations sous forme d'indicateurs, indicateurs qui sont communs pour l'ensemble des acteurs économiques et qui permettent donc la comparabilité. Ce qui est particulièrement intéressant sur ce point, c'est de voir le lien qui est fait par la taxinomie entre les critères extra-financiers et les données financières. Puisque dans le cadre de la taxinomie européenne, les indicateurs que l'on va venir regarder, ce sont les pourcentages de chiffre d'affaires, les pourcentages de CAPEX et les pourcentages d'OPEX qui sont alignés avec la taxinomie. Donc, le pourcentage de chiffre d'affaires nous donne plutôt une vision statique du portefeuille, alors que les pourcentages de CAPEX et d'OPEX montrent les efforts finalement des acteurs pour devenir de plus en plus durables et finalement s'aligner avec la taxinomie.
Concrètement, qui va devoir faire un reporting sur ces indicateurs taxinomiques? Comme vous pouvez le voir ici, on a deux grands textes qui viennent imposer la publication d'indicateurs taxinomiques. Premièrement, on a la déclaration de performance extra-financière en France, qui est régie par une directive européenne, qui impose la publication d'indicateurs taxinomiques par les entreprises non financières et par les entreprises financières. Ce qu'il y a à retenir sur ce point, c'est que les entreprises non financières devront publier leurs indicateurs d'alignement avec la taxinomie dès 2023, donc dès l'année prochaine, sur l'exercice 2022. En revanche, les entreprises financières ont une année supplémentaire pour calculer leur alignement avec la taxinomie. Ce sera donc en 2024 sur l'exercice 2023. En parallèle de cette obligation, on a le règlement SFDR, que l'on va détailler par la suite, qui oblige également à la publication d'indicateurs taxinomiques, cette fois à l'échelle des produits financiers, des fonds, qui sont classés article 8 ou article 9. Et cette fois, la publication de l'alignement est à partir de 2023 sur l'exercice 2022. D'où l'importance de bien anticiper toutes les questions relatives à la taxinomie européenne dès maintenant. Donc, on va passer maintenant au règlement SFDR. Donc, synthétiquement, le règlement SFDR est un texte qui établit des règles communes en matière de transparence pour tous les acteurs des marchés financiers, à l'échelle de l'entité, donc des sociétés de gestion, et à l'échelle des produits financiers, donc des fonds immobiliers. Le règlement SFDR a deux principaux objectifs qui sont les mêmes que ceux de la taxinomie européenne, à savoir promouvoir les acteurs les plus vertueux vis-à-vis des enjeux environnementaux et rediriger les flux de capitaux vers ceux-ci, et également de définir des indicateurs communs de reporting. Donc, comme on l'a vu juste avant avec Claire, la réglementation SFDR et la taxinomie européenne sont deux textes qui sont intimement liés, puisque les fonds article 8 et les fonds article 9, selon la classification du règlement SFDR, on y reviendra juste après, doivent également publier les indicateurs taxinomiques. Le règlement SFDR interagit également avec le règlement MiFID II, puisque la durabilité sera au programme dans les questionnaires d'adéquation qui seront posés aux clients finaux. La classification SFDR a donc une incidence dans la manière dont seront distribués les produits financiers. Donc, on va commencer par un premier grand concept qui est très important dans le règlement SFDR, qui est le concept de double matérialité. Qu'est-ce que la double matérialité? C'est d'un côté les risques en matière de durabilité, c'est-à-dire les risques externes qui menacent l'activité immobilière, donc à savoir les vagues de chaleur, les inondations. Et de l'autre côté, on a les principales incidences négatives, peut-être plus connues sous l'acronyme de PAI, qui sont les conséquences de l'activité immobilière sur les facteurs externes. Donc ici, ce seront par exemple les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'eau, les consommations énergétiques. Donc, cette notion de double matérialité est très importante à retenir. Et donc, on peut rattacher les risques en matière de durabilité à l'enjeu d'adaptation au changement climatique, comme on l'a vu, qui est un des grands enjeux, qui est un des grands objectifs de la taxinomie. Et les principales incidences négatives, elles, sont rattachées à l'enjeu d'atténuation du changement climatique. Donc, ce qui est à retenir, comme le disait Armand, c'est que le règlement SFDR, il s'applique à deux niveaux. Premièrement, il s'applique à l'échelle de l'entité et deuxièmement, à l'échelle des fonds. Donc, on commence tout de suite par vous expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre le règlement SFDR à l'échelle de l'entité. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a trois grandes exigences à l'échelle de l'entité qui sont matérialisées par trois articles du règlement SFDR. Les deux premiers concernent le principe de double matérialité qui vient d'être décrit. Il s'agit de vérifier la prise en compte par la société de gestion à la fois des risques en matière de durabilité et des principales incidences négatives. Donc pour ces deux éléments, il sera nécessaire de publier sur le site web de la société de gestion comment est-ce que les risques et incidences ont été identifiés, comment est-ce qu'ils ont été priorisés également, et quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre, respectivement pour s'y adapter, si on parle des risques, ou pour les atténuer, si on parle plutôt des incidences négatives. Et la troisième exigence à l'échelle de l'entité, c'est la publication d'informations sur la prise en compte des risques de durabilité dans les politiques de rémunération.
Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a deux niveaux d'application au règlement SFDR. Le premier niveau qui s'applique déjà et le deuxième niveau qui va entrer en vigueur en 2023. L'incidence au niveau des sociétés de gestion porte sur les incidences négatives, puisque les sociétés de gestion vont devoir faire un reporting quantitatif, cette fois sur les principales incidences négatives, avec un certain nombre d'indicateurs qui vous seront détaillés par la suite. Et donc, comme je le disais, le deuxième niveau d'application est à l'échelle des fonds, des produits immobiliers. À cette échelle, on a trois classifications qui définissent trois types de transparence, trois niveaux de transparence. Ce premier niveau, il concerne les fonds qui sont dits article 6, qu'on appelle aussi fonds autres, qui sont les fonds qui n'ont pas de caractéristiques environnementales et ou sociales spécifiques. Ces fonds ont simplement une obligation de transparence au niveau de la documentation précontractuelle sur les principes de la double matérialité, les risques en matière de durabilité et les principales incidences négatives. Le deuxième niveau de transparence, il concerne les fonds qui sont classés article 8, qui sont les fonds dits ESG, qui promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales. Cette fois, les obligations de transparence concernent à nouveau la double matérialité, mais également les caractéristiques environnementales et ou sociales qui sont promues, ainsi que les indicateurs taxonomiques, si les caractéristiques promues sont environnementales. On voit que cette fois, on a trois documents qui sont impactés, à savoir la documentation précontractuelle, mais également les rapports périodiques et le site web. Au niveau de cet article 8, on distingue également une sous-catégorie qu'on peut appeler article 8 hybride, même si ce n'est pas un nom officiel. Cela correspond aux fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales, mais qui ont également une part d'objectifs durables. Donc, un objectif durable sur une partie de leur patrimoine. À savoir que selon le règlement SFDR, on a trois types de durabilité, soit un alignement avec la taxinomie européenne, soit un alignement selon un objectif environnemental autre, soit un objectif social. Sachant que pour les objectifs environnementaux et sociaux autres, on doit respecter le principe de la taxinomie qui consiste à avoir une contribution substantielle vis-à-vis d'un objectif sans causer de préjudice important à l'ensemble des autres objectifs environnementaux. Et le dernier niveau de transparence, le dernier niveau pour les fonds immobiliers, ce sont les fonds qui sont dits article 9 et qu'on peut appeler fonds durables, qui ont cette fois un objectif d'investissement durable sur l'ensemble de leur portefeuille. Donc c'est bien le degré finalement d'objectif qui change entre un article 8 hybride et un article 9. On a une obligation de transparence toujours dans les trois documents qui sont la documentation précontractuelle, les rapports périodiques et le site web, avec des obligations toujours sur la double matérialité, cette fois sur les objectifs environnementaux et ou sociaux et sur la taxinomie européenne. Et on retrouve ici également les trois types de durabilité finalement, l'alignement avec la taxinomie européenne, l'alignement avec un autre objectif environnemental et l'alignement avec un objectif social. Donc si je devais résumer, ici, on peut dire que l'article 8, c'est plutôt une obligation de moyens, une obligation de reporting et de transparence sur ce reporting, alors que l'article 9, c'est plutôt une obligation de résultat par rapport à un objectif d'investissement durable. Merci Claire. Donc, comme Claire vous a expliqué, il y a deux niveaux d'exigence. On va ici parler des exigences de niveau 2, à savoir les indicateurs de reporting quantitatif qui vont être obligatoires à partir de 2023. Concernant donc ces indicateurs, il y en a 3 minimum à reporter. 2 indicateurs sont obligatoires et un indicateur sera à publier ou plus. Les 2 indicateurs obligatoires à publier concernant les principales incidences négatives seront ceux relatifs aux énergies fossiles et à l'efficacité énergétique. Donc, à savoir la part de vos investissements qui sont impliqués dans des actifs qui concernent l'extraction, le stockage, le transport ou encore la manufacture d'énergie fossile. Et le second indicateur obligatoire sera la part d'investissement dans des actifs inefficaces énergétiquement. Ici, on parle de DPEC ou moins. Concernant les indicateurs optionnels, l'indicateur 1 obligatoire ou plus,
à choisir entre les émissions de gaz à effet de serre, l'intensité énergétique, la gestion des déchets, la biodiversité ou encore les ressources. Vous pouvez voir à l'écran l'exemple de l'annexe 1 de l'acte délégué européen qui est paru en avril 2022, donc il y a un peu plus de 2 mois, qui vient définir en fait le template qui se présente sous forme de questions où vos réponses seront donc à amener. On vous a mis ici l'exemple des questions. Est-ce que le produit a pour objectif l'investissement durable? Donc oui, non. Quelles sont les caractéristiques environnementales et ou sociales promues? Ou encore, est-ce que le produit considère les principales incidences négatives? Ici, on vous fait un rappel, une synthèse du calendrier réglementaire qui va s'appliquer. Donc, comme on disait au niveau du règlement SFDR, on a des exigences qui s'appliquent depuis 2021. Ce sont les exigences de niveau 1. Et on a un calendrier assez fourni pour 2022 et 2023. En particulier sur 2023 avec les exigences de niveau 2 du règlement SFDR qui vont s'appliquer. Ce qui implique de mettre à jour la documentation précontractuelle, les rapports périodiques, ainsi que le site web des fonds, des produits financiers, pour se conformer aux templates qui sont donnés dans les annexes techniques, dont Armand vous a présenté un extrait juste avant. Et on a également comme grande implication le fait que les entités devront publier un rapport sur leurs principales incidences négatives avec des indicateurs chiffrés, comme on vient de vous le présenter également. Donc finalement, c'est fin 2023 qu'on aura un exemple, un retour d'expérience sur la mise en application du niveau 2 du règlement SFDR. Et le dernier point sur lequel on voulait insister dans cette présentation un peu générale de la taxonomie européenne et du règlement SFDR, c'est le fait que le contexte réglementaire reste relativement mouvant et qu'on a des interprétations, des précisions qui sont apportées sur les textes réglementaires régulièrement. Pour vous donner un exemple sur les dernières actualités, entre le 26 mai dernier et le 2 juin dernier, on a eu 3 publications de la Commission européenne, de l'ESMA, donc l'autorité des marchés financiers à l'échelle européenne, et des ESA, autorité de supervision européenne, qui nous ont apporté un certain nombre de précisions et d'interprétations complémentaires sur les exigences du règlement SFDR, en particulier les exigences de niveau 2. On attend également de nouvelles publications, en particulier une nouvelle publication des ESA à l'été 2022, toujours sur des précisions concernant les annexes techniques du règlement SFDR. Et on attend également de nouvelles publications de la Commission européenne sur la taxinomie. On attend en particulier les critères techniques pour les objectifs environnementaux autres que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Le secteur du bâtiment devrait être concerné en priorité par les sujets de l'économie circulaire et de la biodiversité. Et on attend également les développements de la taxinomie sociale qui devrait venir renforcer la taxinomie environnementale que l'on connaît aujourd'hui selon les mêmes principes. Donc tout ça pour dire qu'on a une actualité très riche et très dense et que c'est aussi un défi pour les sociétés de gestion de s'approprier l'ensemble de ces textes qui arrivent au fur et à mesure pour une application qui arrive très rapidement puisque ce sera à partir de 2023. Donc voilà pour l'aperçu réglementaire qu'on souhaitait faire, le petit rappel avant de passer à une phase d'échange et de retour d'expérience avec nos 2 intervenants. Donc Romain Welch, qui est président de Théorème, et Raphaël Tréguier, président de Carreg. Donc déjà, merci à tous les 2 d'être présents aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter. Est-ce que Romain, vous souhaitez commencer? Avec plaisir, merci de nous recevoir. Donc Théorème, c'est une société de gestion qui a obtenu son agrément en 2020 et qui a pour objectif de proposer des produits au travers de l'assurance vie à l'épargnant français et des produits à sous-jacent immobilier. Aujourd'hui, nous gérons environ 400 millions d'euros d'encours. Merci. Raphaël, est-ce que vous pouvez également vous présenter? Merci Claire de donner l'opportunité de présenter Carreg. Donc Carreg est une entreprise à mission qui rassemble un certain nombre de professionnels de haut niveau autour de 2 grands enjeux qui sont la création de logements en zone tendue et réduire l'empreinte carbone
de la construction de la ville, qui est probablement le principal enjeu de notre secteur. Nous sommes ici puisque nous avons obtenu un agrément de l'AMF il y a peu, en vue de créer les 2 premiers grands fonds impact qui remplissent nos missions. Merci à tous les deux. Donc, tout d'abord, on aimerait savoir comment est-ce que vous avez appréhendé cette nouvelle réglementation. Romain, si vous voulez commencer. Alors, je crois que vous l'avez montré brillamment dans l'exposé que vous avez fait. Ce sont des réglementations qui sont complexes, qui répondent à un enjeu qui est fondamental et je pense que plus personne ne peut le contester. Néanmoins, quand on a une nouvelle société de gestion qui se crée avec un certain nombre d'enjeux de compliance, de gestion des risques et que l'on prend en plus la dimension environnementale, ça crée une difficulté complémentaire qui a dû être traitée via l'apport de l'utilisation de conseils qui nous a permis de rattraper, on va dire, tout un retard de compréhension des textes qui ont émergé depuis quelques années. Ce qui est extrêmement difficile également, c'est de se rendre compte que quand on travaille sur ces textes, ils bougent. Et on n'arrête pas d'avoir des interprétations, des modifications, des précisions, qui fait qu'on ne peut pas considérer que ce que l'on a fait est un acquis, il faut systématiquement s'adapter. Et ça, c'est un véritable enjeu. Quand on prépare une documentation juridique et contractuelle vis-à-vis des clients, on écrit quelque chose dans la documentation juridique, il faut qu'on soit certain à un moment qu'on ne va pas devoir revenir en arrière sur ce que l'on a dit. Et on ne va pas revenir en arrière parce qu'une précision viendrait rendre inapplicable ce que l'on a proposé. Et donc, nous, la façon dont on travaille sur cette réglementation, c'est vraiment d'y aller étape par étape pour être certain que ce que l'on va proposer aux investisseurs n'est pas va pouvoir être respecté dans le temps. Merci beaucoup. Et vous, Raphaël, vous aussi, vous êtes en création finalement de sociétés de fonds. Oui. J'imagine que vous avez beaucoup d'enjeux à adresser en ce moment. Alors, j'ai reçu ces nouvelles réglementations comme une très bonne nouvelle. C'est un peu la deuxième génération de communication, de transparence financière. On a déjà eu tous les labels immobiliers qui ont déjà invité notre profession à s'organiser et à formaliser à la fois des objectifs et à les suivre et à faire un premier reporting extra-financier sur le sujet. C'est un exercice auquel, en qualité d'ancien directeur général d'une foncière cotée, qui est devenue la première foncière entièrement certifiée en Europe en 2012, auquel je suis déjà passé avec à la fois des appréhensions que je reçois sur mon endroit qui sont réelles parce que à cette époque, on voyait la masse de travail et effectivement, il y avait encore beaucoup de changements potentiels, mais à la fois une véritable envie de la part de tous les investisseurs de mieux comprendre est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est une réalité. Et mon premier retour d'expérience, c'est que c'est une véritable réalité, non seulement sur le terrain, sur la valorisation des immeubles et aussi du point de vue de l'utilisateur, mais aussi pour nos investisseurs finaux qui ont l'impression que leur investissement a un sens. Et donc, l'arrivée de ces nouvelles formalisations d'objectifs et ces nouvelles façons de pouvoir comparer la performance de chacun, je pense que c'est très bien. On n'est jamais aussi bon que dans le benchmark. Et donc, ça, je reçois ces nouvelles réglementations comme une très bonne chose. Super, merci beaucoup. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, Raphaël, quelle classification vous avez choisie pour votre fonds? On a vu qu'il y a des fonds article 6, article 8, article 9. Quelle classification, vous, avez-vous choisi et pourquoi? Alors, nous, on a choisi assez naturellement l'article 9 parce que, comme je vous l'ai dit, on est une entreprise à mission qui a 2 enjeux assez fondamentaux sur lesquels on a un impact assez facile à quantifier. Et notamment l'un d'entre eux, donc un enjeu vraiment social, créer du logement en zone tendue. Vous devez savoir qu'il y a à peu près 300 000 logements en déficit immédiat en Ile-de-France.
et un enjeu environnemental qui est l'empreinte carbone, sachant que l'immobilier est le premier vecteur d'empreinte carbone dans le monde et que la construction elle-même, et notamment sa partie structure, représente près de 50% de ce bilan. Donc, les enjeux sont considérables et donc on a naturellement choisi, en se concentrant sur nos 2 missions, d'être article 9, sachant que l'intégralité de nos projets vont dans le sens de nos missions. Voilà, donc, c'est peut-être plus facile que pour d'autres dans la mesure où ces fonds article 9 démarrent from scratch. Et donc, ça sera l'ensemble de notre politique d'investissement sera tourné vers ces objectifs. Mais voilà, d'où notre choix. On avait une opportunité de créer quelque chose de propre, totalement orienté vers ces nouveaux objectifs très ambitieux d'investissement durable. Et, super, merci beaucoup pour votre réponse. Et vous, Romain, quelle classification avez-vous choisi pour vos fonds? Nous, on s'est orienté plutôt sur un fonds article 8. Alors, on est un véhicule d'investissement qui est hybride, puisqu'on investit à la fois dans des immeubles en direct, on investit également dans d'autres fonds d'investissement. Et donc, l'enjeu que l'on a eu quand on a réfléchi à la classification que l'on souhaitait avoir, c'était également de prendre en compte les investissements que l'on faisait de façon indirecte dans d'autres fonds. Et on a été limité, on va dire, par les publications et l'accès à l'information des autres partenaires qui adoptent aussi progressivement la réglementation SFDR. Donc, on va avoir davantage de transparence, mais pour l'instant, cette transparence n'est pas encore parfaite. Donc, on s'est mis dans un enjeu d'article 8 qui permet d'avancer plus progressivement, de prendre certes un peu moins d'engagement, mais qui correspond aussi plus à la stratégie que l'on avait définie et qui va nous permettre de monter en puissance dans le temps. Super. Très bien. Quelles caractéristiques avez-vous choisies pour votre fonds article 8? Alors, on travaille sur la performance énergétique des bâtiments, et puis on travaille aussi sur la réduction de tout ce qui est stockage d'énergie fossile, qui nous paraissent être des éléments forts qui sont définis par la taxonomie européenne, qui sont aussi des indicateurs sur lesquels on va avoir le plus de transparence vis-à-vis des fonds dans lesquels on investit, donc qui nous permet d'avoir une cohérence plus globale sur notre portefeuille. Merci. Et vous, Raphaël, vous avez un objectif d'investissement durable? Oui, alors je vais, au risque de me répéter, malheureusement, on a un objectif qui est très simple, et je pense qu'on a cruellement besoin de simplicité, notamment dans ce reporting qui, j'espère, ne sera pas foisonnant d'indicateurs. Nous avons un objectif principal unique qui est la réduction de l'empreinte carbone de la construction de nos immeubles de logement, avec un objectif de réduction minimale de 180 kg équivalent carbone du mètre carré SDP, donc surface de plancher. C'est un enjeu qu'on devrait obtenir assez facilement, dans la mesure où, en moyenne, sur la base de nos 160 premières faisabilités, on était plutôt sur une économie de l'ordre de 400 kg équivalent carbone. Il faut savoir que la réhabilitation est de très très loin le procédé constructif le plus vertueux. Pour vous donner un ordre d'idée, la construction classique, la démolition de construction, crée environ 900 kg équivalent carbone du mètre carré. Cette même construction qui vise la RE 2020 descendra à 740, ce qui est déjà un véritable impact. Nous-mêmes, donc en ayant plus de 180, on serait plus vertueux que la RE 2020. La construction bois descend à 660, donc, encore un vrai progrès. Et via la réhabilitation, on descend à 460. Donc techniquement, un immeuble sobre est vraiment un immeuble existant. En le démolissant, mais en faisant du bois, on augmente déjà l'empreinte carbone de 50%, alors qu'on est quand même sur un immeuble en bois. Donc on voit bien vraiment que les enjeux sont considérables à essayer de conserver un bâtiment existant pour cette empreinte carbone qui, encore une fois, est au niveau de l'immobilier, l'enjeu numéro 1. Sur un immeuble, cette même empreinte carbone sur la partie exploitation, c'est 50 ans. Donc, autant avoir un acte fort sur 1-2 ans, si on peut,
Et évidemment, après, dans une politique de best effort, rénover son patrimoine existant pour avoir cette même économie sur 30 ou 50 ans. Voilà, mais si on a la possibilité d'avoir un acte fort, autant le faire dès T0 au moment de la construction. Sur les... C'est vrai qu'une des particularités finalement du bâtiment, c'est sur un temps long, avec une durée moyenne des bâtiments de 50 ans. Donc c'est vrai que c'est important de prendre les enjeux dès la conception quand on y peut. On a vu dans la première partie également qu'on avait une petite nouveauté, donc le concept de double matérialité, et en particulier l'apparition de la mesure et de la prise en compte des incidences négatives. Jusque-là, on parlait beaucoup des risques, mais assez peu des incidences négatives. Donc, on voulait savoir, vous, comment est-ce que vous aviez appréhendé cette nouvelle question, finalement? Comment est-ce que vous les prenez en compte? Raphaël, peut-être que vous pouvez commencer. Très volontiers. Alors, effectivement, donc, il y a les facteurs externes qui peuvent avoir un impact négatif sur nos investissements, et puis nos propres investissements ont un impact négatif. Sur les facteurs externes, je pense que la transformation de bâti a la vertu de se protéger contre notamment la rareté des ressources. Comme on conserve du béton et aussi les structures métal en place, on se protège quand même fortement contre ce qui est en train de nous arriver dans notre profession, qui est la rétraction des ressources, qui n'est presque même plus une question de prix, mais juste une question de disponibilité. Se pose aussi toute la question du recyclage. Donc là-dessus, il y a évidemment un très grand enjeu. On travaille avec pas mal d'acteurs pour essayer d'utiliser au mieux un certain nombre d'équipements ou d'éléments de second œuvre qui ont un sens en bureau, mais un petit peu moins en logement, sur lesquels on peut trouver de nombreux intéressés. Sur la partie incidence négative, je pense que l'enjeu principal est le ZAN. Comment on construit, comment on crée des logements sur des zones déjà bâties. Par nature, nos objectifs, nos investissements remplissent l'objectif ZAN. En Ile-de-France, on est déjà sur une zone fortement urbanisée, 22% des terrains sont déjà bâtis en Ile-de-France. Néanmoins, si on peut à la fois compiler et le ZAN et l'empreinte carbone, je pense que c'est bien, on commence à prendre le bon clip pour la construction de demain. Super, merci beaucoup. Et vous, Romain? Nous, à la différence de Raphaël, on n'est pas développeur, on est investisseur, donc on achète souvent des bâtiments déjà en exploitation. Et un des grands enjeux que l'on a, c'était un des points que soulignait Raphaël, c'était de voir comment on peut amener un bâtiment, notamment, à durer plus longtemps. C'est vrai que cette destruction-reconstruction, elle coûte très cher en fait en émissions carbone. Donc, c'est prolonger la durée de vie des bâtiments en agissant sur le type d'équipement qu'il va y avoir, les réhabilitations du bâtiment, afin de limiter cette consommation. Donc, c'est une des réflexions sur lesquelles on travaille. Et qui doit à terme permettre d'atteindre cet objectif de réduction des impacts négatifs. Peut-être un petit point, parce que Carreg n'est pas développeur, mais vraiment investisseur. Et on fait appel à des entreprises de développement et de promotion à qui on impose un certain nombre de choses, et à qui on externalise le risque de développement. D'accord. Donc, on est véritablement des investisseurs. Nos deux fonds, un fonds se concentre essentiellement sur l'acte de transformation. On achète des immeubles existants et on les transforme en logements dans son acceptation la plus large, que ce soit de la résidence classique, gérée ou même très spécialisée. Et un autre fonds d'investissement participe aussi à l'acte de transformation, mais à plus long terme. Donc, on peut tout à fait porter un site tertiaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire un petit peu plus, mais ce n'est pas l'objectif. Et après, conserve l'immeuble de logement et donc a vocation à créer probablement le premier grand fonds résidentiel long terme avec une empreinte carbone divisée par 2. Voilà, donc, on est fondamentalement investisseurs, même s'il est vrai que dans nos problématiques, on a des véritables problématiques liées au développement et voilà, qu'on impose justement aux acteurs aujourd'hui qui ont le savoir-faire sur le terrain. Ok, merci. Du coup, on a vu aussi dans la première partie que les exigences de niveau 2
Pour les incidences négatives, ça allait être la publication d'indicateurs, donc indicateurs qui sont la part des actifs impliqués dans l'extraction, le stockage, la manufacture ou le transport de produits fossiles, et également la part des actifs énergétiques inefficients, qui, pour rappel, correspondent à un DPEC ou moins. Donc, on aurait aimé avoir votre avis aussi sur ces nouveaux indicateurs, de savoir ce qu'ils vont apporter et d'avoir votre regard là-dessus. Si je commence là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des indicateurs qui se standardisent pour qu'on ait une véritable comparaison et comparabilité entre les différents acteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour regarder énormément de sociétés de gestion européennes, pour essayer de comprendre s'ils font réellement d'un point de vue ESG, on a beaucoup de mal. Il y a des rapports très fournis, mais souvent avec peu d'éléments quantitatifs qui nous permettent de les comparer les uns par rapport aux autres. Donc là, il y a un certain nombre d'indicateurs de part du patrimoine qui est en termes de chiffre d'affaires, donc on va dire de loyer, qui va respecter les exigences de la taxinomie. Il y a, donc ça donne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un effet stock. Il y a aussi toute cette démarche via les CAPEX qui va être extériorisée via ces indicateurs et qui montre effectivement l'engagement de la société de gestion, de l'investisseur dans ces immeubles. Donc, on va voir quand on aura les premiers retours, et je pense qu'il va falloir plus qu'une année pour comprendre effectivement comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'on peut en tirer. Mais ça a le mérite, sur des indicateurs qui sont assez simples, d'avoir une bonne photo des investissements qui sont proposés aux épargnants ou aux investisseurs institutionnels. Merci beaucoup. Raphaël. Romain a parfaitement répondu à la question. J'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être rappeler que la transformation de bureaux en logement concourt à la production d'un immeuble neuf. Et donc, dans ce sens, nous sommes contraints d'être en ligne avec toutes les réglementations liées à la construction d'immeubles neufs. Donc, par voie de conséquence, nos DPE seront au meilleur niveau. Et donc, le vrai sujet se posera plutôt sur les immeubles existants, avant de les transformer, et sur le processus de transformation lui-même. Et voilà, donc là-dessus, on a un petit peu de travail à faire encore avec nos conseils environnementaux. Mais c'est c'est un sujet très intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu les précisions qui vont arriver ces prochains mois pour voir justement dans quelle classe on va choisir de se situer au titre de la taxinomie. Super. Donc, comme on a vu, oui, les indicateurs taxinomiques vont être à calculer. On raisonne ici en termes de flux financiers, de CA, de chiffre d'affaires, de CAPEX et d'OPEX. Comment est-ce que vous appréhendez un peu le calcul de ces indicateurs et la mise en place au sein de votre gestion? Alors, j'ai peut-être répondu un peu par avance à la question, mais donc, par définition, quand on achète un immeuble de bureau partiellement rempli ou vacant, et ce de façon temporaire, se pose véritablement la question de la pertinence de prendre en compte ce chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est un travail qu'on devra faire avec le conseil en la matière. Sur le deuxième sujet, qui est le sujet de la transformation, est-ce que ce sont des travaux lourds du type construction neuve ou est-ce que ce sont des travaux de rénovation? Je pense que dans les deux cas de figure, on aura une certaine facilité à suivre ces indicateurs. Améliorer la performance énergétique de plus de 30% est chose assez facile quand on travaille sur des immeubles des années 80. Ne serait-ce que par le changement des huisseries et l'isolation thermique au niveau de la façade. Voilà, donc ce sont des objectifs, je pense, qui sont déjà, de ce que j'ai pu en voir, relativement bien définis, applicables, mesurables, simples, et donc des objectifs qui sont plutôt bien pensés, tant pour nous que pour nos investisseurs. Alors, maintenant, il y a encore un petit peu de work in progress. Heureusement qu'on a encore quelques mois. Super, merci beaucoup. Juste pour compléter, peut-être
il va y avoir quand même tout un enjeu de suivi et de capacité à synthétiser en fait l'intégralité des travaux qui ont été faits entre ceux qui ont un objectif d'amélioration, par exemple de la performance énergétique sur les immeubles, et ceux qui n'ont pas cet objectif-là parce qu'ils répondent à un autre besoin. Donc, dans le suivi et la capacité à restituer ce qui a été fait, il y a un peu de travail, mais ça fait partie de tous ces éléments liés à SFDR que l'on prend en main, sur lesquels on avance progressivement pour être prêt le moment venu. Super, merci beaucoup. C'est vrai qu'un défi de la taxinomie aussi, c'est de faire le lien entre les données financières et les données extra-financières. Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé, je ne sais pas, dans vos systèmes d'information, ou des méthodes pour faire ce lien de la manière la plus simple possible? Alors, pour l'instant, comme on est encore assez petit, on n'a pas les problématiques des très grandes sociétés de gestion qui gèrent plusieurs centaines d'immeubles. On peut encore gérer ça de façon simple via des outils Excel, mais très vite, effectivement, il faudra probablement se doter d'outils informatiques plus performants qui nous permettent d'avoir du recul, de garder beaucoup d'historique, puis de faire des comparaisons sur le long terme. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir plusieurs années de recul et puis voir comment est-ce que on utilise ces données pour montrer, parce que c'est quand même l'objectif de SFDR, hein, c'est discloser une information, donc montrer ce que la société de gestion a fait sur le long terme. Et le long terme en immobilier, c'est pas une année, hein, mais c'est souvent des durées de détention d'un bâtiment ou d'un bail. On fait pas le même type de travaux quand le locataire est là ou quand le locataire est parti. Donc, parfois, on va pouvoir faire peu de choses si on a un locataire qui est présent et repousser un certain nombre de travaux plus structurels qui nous permettront d'aller plus loin au moment du départ du locataire. Et là, forcément, il y a une période de temps sur laquelle on va avoir l'impression qu'on a peu d'action, mais pour en faire plus, le moment. Merci beaucoup. Bon, pour notre part, l'exercice est surtout un exercice de formalisme d'une organisation qui était déjà tournée vers les objectifs qu'on a choisis, puisque par nature, c'est dans notre ADN aujourd'hui, depuis le départ, de créer du logement en zone tendue et de calculer l'économie d'empreinte carbone. Donc, au sein de toute notre organisation est tournée naturellement vers le calcul de ces objectifs depuis le stade du sourcing jusqu'à la livraison. Donc, on va formaliser ça, et on l'a déjà fait d'ailleurs, hein, sous le terme de politique d'investissement, de process, de reporting. Et déjà, toute notre organisation a déjà été pensée comme ça, déjà été tournée vers ces objectifs. Donc là, on a déjà fait un gros travail de formalisation, peut-être d'institutionnalisation de certains outils, de certains. Mais je dirais que c'est toute l'entreprise en tout cas est tournée et tous les employés sont très impliqués là-dedans pour finir de formaliser un petit peu ce qui fait notre quotidien depuis la création de l'entreprise. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur la taxinomie. C'est vrai qu'on voit que sur le marché, la taxinomie est perçue assez binairement, alors que les critères finalement sont très exigeants et représentent plutôt la partie best in class du portefeuille. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas exactement les mêmes problématiques par rapport à ça, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis sur cette vision un peu élitiste de la taxinomie, sur le niveau d'exigence en fait qu'elle requiert. Ouais, en fait, ce que j'en retiens, c'est que effectivement, on est sur des immeubles best in class et qui représentent une part très faible de l'immobilier que l'on peut trouver en tant qu'investisseur d'immeubles déjà existants, on va dire. Donc, l'enjeu pour moi, mais je pense qu'il est assez partagé par la profession, c'est plutôt de voir comment est-ce que, en tant qu'investisseur, on permet de transformer dans le temps, et c'est important de le dire, dans le temps, ces immeubles pour qu'ils soient plus performants. Acheter un immeuble neuf qui soit vert, durable, au sens de la taxinomie, très bien, mais les immeubles neufs, ça correspond à une
part très faible en fait de cette capacité d'investissement. Donc oui, bien évidemment pour tout ce qui est neuf, et après il faut vraiment trouver la façon d'inciter les acteurs à avoir une démarche très vertueuse sur les travaux qu'ils font. Et je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui est vraiment pris en compte par l'ensemble des investisseurs. Il n'y a pas un investisseur qui ne prend pas en compte ces éléments-là quand il gère un patrimoine, puisque ne pas le faire, ça conduit à une dévalorisation du patrimoine dans le temps et donc à une moindre performance financière. Je trouve ça très intéressant qu'on parle de best in class, là où ça devrait presque être la normalité. Il faut savoir que vous avez entre 30 et 40% des immeubles de bureaux neufs qui sont issus de la restructuration, 0% dans le logement. C'est incroyable comment, je ne peux pas vous rappeler les enjeux en termes d'empreinte carbone, mais c'est considérable. Donc, je pense que l'un de nos grands enjeux dans notre profession, c'est au moins que cette notion de best in class dans le logement pour la création de logements devienne plus presque une normalité, parce qu'on arrivera au montant de 30, 35, 40% comme on arrive à le faire dans le bureau ces 20 dernières années. Mais toutes les compétences techniques sont là. Maintenant, il faut que ces mondes se parlent, ces deux grands secteurs se parlent. Il va y avoir un vrai travail d'évangélisation, un vrai travail de réorganisation de notre profession pour que justement les best in class deviennent plus la norme. Peut-être un point qu'on n'a pas abordé là-dessus, mais et c'est là où on a été très dur avec nous, je dirais vis-à-vis de nous-mêmes, c'est que pour être sûr qu'il y ait un alignement et que entre nos objectifs long terme et ceux de notre investisseur, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la pénalité béton. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Et il faut savoir que si on ne remplit pas nos objectifs, notre rémunération est linéairement, directement impactée. D'accord. Et ça se fait sur le calcul de l'empreinte carbone. Donc, ce n'est pas une matrice extrêmement compliquée. À la grosse louche, c'est tout simplement le rapport entre le béton qui est nécessaire pour construire un immeuble de 5000 m² versus le béton apporté. Et donc, maintenant, plus on garde de béton, plus le béton apporté est faible. Voilà. Et donc, par voie de conséquence, on calcule l'empreinte carbone économisée. Voilà, donc je pense que c'est ces choses un petit peu simples qui vont finir de sensibiliser notre profession sur les enjeux et sur le fait que cette notion de best in class tourne progressivement vers plus de normalité quand on se sera organisé en. Super, merci beaucoup. Alors justement, c'était notre prochaine question. Quelles ont été les réactions de vos investisseurs suite à la classification de vos fonds? Je ne sais pas si Romain voulait commencer. Alors nous, nos principaux investisseurs sont en fait les compagnies d'assurance via leur contrat d'assurance vie. Ça a été un enjeu très, très fort pour les assureurs vie, puisque le fait de mettre en avant des produits qui prennent en compte les enjeux ESG est un point non négociable. Donc, le fait d'être au moins article 8 fait partie des enjeux et ne pas le faire, ce serait prendre le risque de ne plus pouvoir être distribué par ces investisseurs, ces distributeurs. Pardon. Donc, voilà, après, il y a bien sûr tout un temps d'adaptation. C'est pas un coup près qui est tombé, mais il y a cette forte incitation. Et ça répond clairement aux objectifs, je crois, européens, qui est de dire que ces grands pourvoyeurs de capitaux doivent inciter tous les acteurs à aller dans le sens d'une économie plus verte. Je pense que l'objectif est accompli. Super, merci beaucoup. Et vous, Raphaël? Alors, un petit peu à l'image de Romain, nos clients sont essentiellement des institutionnels, français, internationaux, profil à la fois opportuniste pour notre fonds de court terme mais aussi pour le coup très long terme, comme type assureur sur le fonds long terme. Ces produits ont été particulièrement bien reçus. Je trouve qu'on a beaucoup d'intérêt. Et je ne peux pas tellement vous en dire plus puisque ces deux fonds sont quand même en phase de création. Oui. Mais je dirais, on arrive à passer assez aisément l'étape de la curiosité.
et rentrer dans des niveaux de discussion qui sont assez très constructifs à court et moyen terme. Donc, de belles perspectives et beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Super. Et pour les fonds existants, est-ce que les investisseurs cherchent à regarder quelles sont les caractéristiques qu'il y a derrière les articles 8 ou est-ce que c'est plus juste la classification en tant que telle qui compte? Pour l'instant, c'est plus la classification. Je pense que c'est, encore une fois, y aller étape par étape. Néanmoins, on a quand même des enjeux qui ressortent par certains investisseurs de vouloir réduire tout ce qui est bâtiments liés au stockage d'énergie fossile ou impliqués dans le transport d'énergie fossile. Donc ça, c'est vraiment très regardé. Mais ils sont voilà, chaque chose en son temps. Alors, je crois que ça va évoluer avec MiFID 2 et la demande via le texte, le questionnaire d'adéquation pour le client. Et là, je ne sais pas comment le client final va réagir parce que, d'après ce que j'en ai vu, les questions sont quand même assez précises. Et alors, pour un investisseur institutionnel, peut-être qu'il aura une réflexion et il va avoir un certain nombre d'enjeux qu'il va être capable de matérialiser sur son document. Quand c'est un investisseur particulier, la complexité des textes, la complexité de la terminologie qui est utilisée fait que j'ai peur que on n'arrive pas à avoir en fait cerner quels sont les objectifs de ses clients. Mais à voir, la réglementation n'est pas encore publiée, donc ça a encore le temps d'évoluer. Exactement. Merci beaucoup. Peut-être une question un peu plus générale. C'est vrai que vous avez tous les deux des petites entités, finalement, un petit nombre de collaborateurs. On se demandait comment est-ce que vous les avez impliqués dans cette démarche? Comment est-ce que vous les avez aidés à appréhender ces réglementations qui, on l'a vu, sont quand même relativement complexes et qui touchent finalement l'ensemble des métiers de vos sociétés? Peut-être un peu là-dessus. Oui, alors pour notre part, la première étape était de formaliser le fait qu'on est une entreprise à mission. Oui. Et peut-être à différentes autres entreprises, les choses se sont faites en quelques jours, puisque nos deux missions sont précisément les deux raisons pour lesquelles tout le monde s'est mis ensemble pour créer l'entreprise. Donc, quand les choses sont à la fois aussi simples et fédératrices, moi, c'est la vertu d'aller très vite. Et donc, ce souhait, après 3 ans, de créer une société de gestion et de monter des fonds d'investissement pour nos institutionnels avec qui on travaillait pour certains d'entre eux, n'est qu'une étape 2 assez logique, mais qui s'est fait quelque part à presque la même simplicité, puisqu'on avait déjà nous-mêmes, on s'était déjà remis en cause pour commencer à formaliser notre propre raison pour lesquelles on s'est mis ensemble. Donc, ça s'est fait, je veux dire, assez vite. On a la chance aussi d'être bien accompagné par un conseil environnemental que je connais depuis assez longtemps, puisqu'il m'accompagnait moi-même aussi quand je dirigeais Cégéréal, sur lequel je veille déjà ces mêmes problématiques d'intégration des parties prenantes et pas seulement mes employés. Et donc, je sais que c'est une dynamique qui est à la fois complexe et passionnante, mais qui est très vertueuse sur la durée. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on met le pied à l'étrier, il faut aller jusqu'au bout. Et pour le moment, les choses se passent très bien en interne. Super, merci beaucoup. Et bon, nous, c'était vraiment au-delà de la volonté et de la réglementation qui nous a imposé à se conformer à un certain nombre de dispositions. Il y a vraiment une demande aujourd'hui des collaborateurs de faire plus d'un point de vue environnemental. Et donc, ça a été aussi une opportunité, ces nouvelles réglementations pour permettre à tout le monde de monter en compétences sur ces thématiques via des formations qui ont été très appréciées en fait parce que au-delà de ce que l'on lit dans les journaux, là on a pu aller un peu plus en profondeur sur ce qui est demandé, sur quels sont les enjeux, quelles sont
les vérités, les contre-vérités que l'on peut voir. Et donc, il y a une adhésion autour du projet qui concerne 100% des collaborateurs de l'entreprise, qui se traduit via la formation et puis après le travail commun. Ça reste des sujets qui sont complexes, hein, encore une fois, qui prennent beaucoup de temps aux collaborateurs, mais qui est vu de façon plutôt positive. Et du coup, peut-être une question un peu plus prospective par rapport à ce règlement SFDR, à la taxinomie, aux applications de niveau 2. On a vu la publication des incidences négatives, la reporting quantitatif, également sur la taxinomie européenne. Comment est-ce que finalement vous envisagez la suite par rapport à toutes ces questions? La suite, forcément continuer avec un conseil pour nous accompagner pour la compréhension de cette réglementation, la mise en place, l'utilisation aussi des meilleures pratiques, l'idée étant de ne pas tout réinventer au niveau de la société de gestion, mais de s'appuyer sur ce qui se fait sur la place. Encore une fois, c'est une thématique qui est difficile, qui nécessite d'aller récupérer beaucoup d'indicateurs. Voilà, je pense qu'il faut gagner du temps et nous, en tout cas, on le prévoit à la fois avec l'utilisation d'un conseil et puis la constitution aussi au sein de la société de gestion d'une équipe qui va nous permettre de traiter toutes ces thématiques. La difficulté est de trouver, quand on recrute une équipe en interne, des personnes qui sont formées. Et donc, c'est pour ça que le travail à la fois avec des personnes en interne qui vont être complétées par un conseil qui a une compétence très spécifique me semble un bon compromis. Moi, on est tout juste en train d'aborder la première étape et ça a de la prospective là-dessus. Peut-être là où il va y avoir un effort qui sera fait en deuxième étape, c'est voir comment on peut vraiment faire coïncider les objectifs de nos investisseurs avec les nôtres. Et parce que quand on travaille avec un certain nombre d'assureurs, auront-ils aussi eux-mêmes les mêmes objectifs? Normalement, oui, de par la taxonomie, mais je suis impatient de voir, une fois que les différents étages de la fusée auront défini leurs propres objectifs, les différentes classes, comment tout ça va s'intégrer. Ça va être assez passionnant. Ça va être une phase de maturité qui demande un petit peu de temps. Et peut-être pour revenir du coup à la question qu'on s'était posée en introduction de ce webinaire, pour vous, est-ce que cela représente une opportunité? Ouais, en fait, c'est pas une opportunité en tant que telle, parce que l'ESG, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de revenir et d'avoir une homogénéisation en fait du reporting qui va permettre en fait d'éviter toutes les dérives qu'on a pu connaître. Donc c'est aller dans le bon sens. C'est pas une opportunité business si on le voit comme ça. Aujourd'hui, ne pas prendre en compte ces enjeux-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Hein, et puis c'est faire perdre de l'argent aux clients à terme. Donc voilà, c'est plus aller dans, pour moi, une façon de gérer les déviances qu'on peut de temps en temps constater. Super, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une magnifique opportunité de remplir nos missions de façon très rentable pour nos investisseurs. Et donc, dans ce sens-là, je ne peux pas cacher le mot opportunité derrière toutes ces connotations potentiellement négatives. Et voilà. Donc, pour nous, c'est une véritable opportunité. Nous sommes des acteurs qui sont très engagés. Normalement, on n'est pas des philanthropes. Pour que ces actions qu'on a sur le terrain, à savoir trouver des objets obsolètes
aller voir les mairies, savoir si les équipements publics sont là, savoir si la zone est véritablement tendue, s'engager dans des travaux lourds, créer un logement spécifique quand il y a besoin. Tout ça sont des actions qui sont quand même lourdes de conséquences, qui demandent un véritable engagement. Et donc, le fait que derrière, on ait une façon à la fois de quantifier tous les impacts positifs ou négatifs qu'on peut avoir et que ça aille dans le sens de nos investisseurs qui leur donnent encore plus envie de mettre des billes sur la table afin d'en faire nos missions, ça, c'est une très bonne chose. Donc, je pense que c'est une magnifique opportunité à la fois d'aligner nos missions et le souhait de nos investisseurs de trouver des investissements durables et rentables. Super, très complet. Merci à tous les deux. Maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et donc nous les lirons et nous y répondrons. Ça peut être des questions par rapport à l'introduction qu'on a faite avec Armand, plutôt sur les aspects techniques de ces réglementations, ou bien des questions à nos deux intervenants sur la manière dont ils font les choses actuellement, sur leur action. Apparemment, on était très complet dans nos réponses. Oui, c'est ça. Tant mieux. Il y a beaucoup de bâtiments DPEC ou moins en France. C'est pour vous, C'est pour vous. Alors, c'est vrai que dans le tertiaire, on estime qu'il y a environ 85% des bâtiments aujourd'hui qui sont des PEC ou moins, parce qu'on disait finalement, la rénovation, c'est à peu près 1% du parc par an. Donc, c'est quand même relativement faible et on se retrouve quand même avec un stock de bâtiments assez important à rénover pour améliorer les DPE. C'est vrai qu'on s'attend à des pourcentages quand même relativement élevés sur le marché en termes de pourcentage d'actifs inefficients énergétiquement. Comment capitaliser sur les investissements décrets tertiaires pour ces réflexions taxonomie et ESG? Je ne sais pas si vous avez commencé à mener. De toute façon, le décret tertiaire s'impose également à nous avec les déclarations qui vont avoir lieu en septembre. Hein. Ça fait partie de l'enjeu global environnemental. Il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur le décret tertiaire entre la façon dont on va pouvoir montrer que le bâtiment devient plus performant d'un point de vue énergétique, qui est responsable entre le bailleur, le preneur. Mais tout ça va dans le même sens. C'est une combinaison de textes. Ce qui est compliqué, en fait, c'est cette combinaison de textes un petit peu différents qui vont dans le même sens, mais qui ont toujours des niveaux pas complètement cohérents, des indicateurs pas forcément identiques, qui créent de la complexité dans l'application, qui peut créer des reporting complémentaires, double, triple. Et donc, ça fait aussi partie des enjeux de pouvoir mettre en harmonie toutes ces réglementations. Je pense que le décret tertiaire, c'est encore une façon de mettre un peu la pression sur chacun d'entre nous pour encore mieux comprendre nos immeubles, encore mieux les gérer. Et donc, tout ça va dans le même sens. Fort heureusement, l'immobilier n'est pas un sujet si complexe. Et je partage complètement l'avis de Romain. Il va y avoir un vrai sujet de mise en cohérence, de table de concordance entre toutes ces réglementations. Et ça, c'est pas propre au secteur immobilier. Oui. Voilà. En revanche, tout ça va dans le bon sens. Oui. On ne peut pas complètement parler encore d'obligation de résultat parce qu'il y a toujours des portes de sortie, mais on met de plus en plus de pression pour affiner la compréhension de nos immeubles, et pas seulement immédiate, mais sur la durée. Avec l'arrivée de l'annexe environnementale était un premier pas pour véritablement impliquer de façon réglementaire tous les utilisateurs pour qu'ils soient pas supérieurs à 1000 m². Donc ça, c'est des choses ces petites choses sont pas du tout anodines. Le fait d'avoir fixé un objectif décret tertiaire à terme permet quand même à la profession de s'organiser. Je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Oui, c'est vrai. Finalement, le décret tertiaire, en fait, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est la collecte des données.
Et Bien le sûr. deuxième, c'est la réduction des consommations. Et en fait, ces deux objectifs vont dans le sens du règlement SFDR, dans le sens de la transparence, d'avoir des indicateurs communs. Après, c'est vrai qu'en termes d'objectifs, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux et c'est important de faire la correspondance. Et donc, avant les choses s'appliquaient sur les immeubles qui étaient plutôt efficaces, hein. Rares sont les propriétaires qui avaient un immeuble complètement inefficient, qui annonçaient au grand public que mon immeuble va devenir HQE. Donc, peut-être l'un des grands changements des critères, c'est que ça va s'appliquer à tout le monde. Ouais. Donc, je pense que pour la plupart des grands gérants immobiliers, ça ne posera pas trop de problèmes parce qu'ils ont déjà des organisations qui sont relativement bien mises en place. Peut-être pour d'autres entreprises de taille moyenne, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais globalement, ça va apporter beaucoup de bonnes choses, tant d'un point de vue environnemental que je pense pour les propriétaires des bailleurs finaux et pour les utilisateurs. Je pense que c'est plus une opportunité qu'une véritable contrainte à terme. Une autre question. Donc, il semble que le chiffre d'affaires ne puisse être comptabilisé comme vert pour le critère adaptation. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et est-ce qu'il peut l'être pour le critère atténuation? Alors c'est vrai, en effet, c'est la petite subtilité. On ne peut pas comptabiliser de chiffre d'affaires durable au sens de l'objectif adaptation au changement climatique. En fait, la logique derrière ça, c'est de se dire que un bâtiment, comme une activité économique, ne peut jamais être réellement adapté au changement climatique, puisque le changement climatique, par définition, c'est quelque chose qui change, qui évolue dans le temps. Donc, on ne peut jamais dire à l'instant T qu'on est vraiment adapté au changement climatique, alors que finalement, on a une vision de l'avenir qui est que prospective pour l'instant, mais pas vraiment réelle. On n'a pas forcément, on n'est pas devant finalement, et on ne peut pas savoir quelle sera l'évolution exacte du changement climatique. Par contre, bien sûr, il est possible de comptabiliser du chiffre d'affaires pour l'objectif atténuation, dans le cas où on contribue substantiellement à l'atténuation au changement climatique. Donc, pour les bâtiments en exploitation, cela correspond à un DPE classe A, ou bien au top 15% en termes de consommation énergétique. Donc là, on est quand même sur des critères assez élitistes. Donc là, on peut, et il faut également vérifier qu'on ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, en particulier sur l'adaptation au changement climatique, et également qu'on respecte les normes sociales minimales. Merci Claire. Alors, il y a encore une question. Donc, il semble que la taxinomie soit assez élitiste et difficile à atteindre, notamment pour les bâtiments en exploitation. Est-ce que vous savez s'il y a une évolution des textes possible pour intégrer les catégories de bâtiments en amélioration? Alors ça, c'est une vraie question. C'est vrai que ce n'est pas l'esprit de la taxinomie telle qu'elle est construite actuellement, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est que la taxinomie soit relativement élitiste et qu'elle permette de distinguer quels sont les actifs qui contribuent substantiellement. Maintenant, c'est vrai que dans ceux qui ne contribuent pas substantiellement au sens des critères qui sont sortis aujourd'hui, on a des actifs qui peuvent causer un préjudice important, mais aussi d'autres actifs qui sont assez neutres finalement en termes d'impact, voire qui sont en transition pour avoir une contribution substantielle à un objectif et que pour l'instant, on les voit assez peu, si ce n'est dans les CAPEX et dans les OPEX. Donc, ce qu'il faut savoir à ce sujet-là, c'est que la Commission européenne a un projet de taxinomie dite étendue pour l'instant, qui devrait justement permettre à terme de classer l'ensemble des activités économiques, soit dans la case qui cause des préjudices importants, soit dans une case plutôt neutre, soit dans une case de contribution substantielle. Et on aura également une valorisation plus importante des transitions, même si elles ne permettent pas d'aller jusqu'à l'alignement, jusqu'à la contribution substantielle. Un texte intéressant à suivre aussi. Exactement. Une autre question. La production d'un niveau top 15% sera-t-elle produite donc annuellement pour valider le caractère vert d'un bâtiment? Alors en effet, le benchmark il sera annuel puisqu'on a une évolution annuellement du parc des actifs immobiliers et de leur performance énergétique, en particulier dans le cadre du décret tertiaire dont on parlait précédemment. Donc on a des benchmarks qui vont sortir annuellement, par exemple un benchmark de l'Observatoire de l'immobilier durable que vous pouvez déjà trouver dans le baromètre de la performance énergétique et certainement d'autres acteurs qui vont aussi se positionner sur ce sujet. Mais donc, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte puisque le top 15% va évoluer d'année en année
Et donc, ça veut dire que sur les parcs d'actifs existants, il faudra finalement se remettre en question tous les ans aussi. Et il ne suffira pas en fait de conserver sa performance, il faudra l'améliorer pour suivre les tendances de marché. Sur le marché, on voit de plus en plus de fonds labellisés ISR immobilier. Est-il équivalent à un article 8 ou à un article 9 SFDR? Qu'en pensez-vous et quelles sont les différences? Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer peut-être. Donc, c'est vrai que le label ISR immobilier, il implique de faire un reporting sur la performance ESG des actifs avec une obligation plutôt d'amélioration de cette performance. Alors, à savoir que dans le label ISR immobilier, on a deux stratégies. Best in progress, où on va chercher l'amélioration des actifs immobiliers, et best in class, où on va chercher à maintenir une performance qu'on estime être déjà bonne. Donc, on a ces deux stratégies. Globalement, un fonds qui est labellisé ISR est à minima article 8, puisqu'il fait déjà un reporting et qu'il a déjà une obligation de communication dessus, en particulier dans les rapports périodiques, mais aussi dans la documentation précontractuelle, le prospectus par exemple, ou bien encore un code de transparence. Donc, on a quand même des similitudes ici entre la labellisation ISR et la classification article 8 au sens du règlement SFDR. Pour être article 9, en revanche, il faut aller plus loin finalement que le label ISR, soit être déjà dans une stratégie best in class, mais qui doit correspondre à un objectif SFDR. Pour rappel, soit l'alignement avec la taxinomie, soit l'alignement avec un autre objectif environnemental, soit l'alignement avec un autre objectif social. Merci Claire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être un point sur l'article 9 versus ISR, c'est que l'intégralité des projets, et dites-moi si je me trompe, mais normalement l'intégralité des projets doivent concourir à un investissement durable dans un fonds article 9. Donc un fonds ISR n'a pas cette obligation. Hein. C'est ça. Une question pour les intervenants. Quels sont selon vous donc, les enjeux ESG prioritaires sur le marché? Dans les enjeux prioritaires, il y a bien sûr la performance énergétique des bâtiments, la réduction des gaz à effet de serre, ça me paraît important, mais il y a également tous les sujets de biodiversité qui sont des enjeux sur lesquels il faut travailler. Peut-être qu'on y a moins travaillé ou ils étaient moins pris en compte jusqu'à présent. Mais voilà, il se développe et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je rejoins Romain, hein. Biodiversité, c'est l'objectif ZAN, gaz à effet de serre, essentiellement l'empreinte carbone. Voilà, donc c'est les principaux enjeux sont très très clairs. Par contre, aller vers eux et travailler au mieux, là ça devient plus compliqué parce que alors en Île-de-France, remplir l'objectif ZAN est quand même relativement simple, puisque c'est déjà très très bâti. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez détruire intégralement une ville et la reconstruire sur elle-même. Vous remplissez l'objectif ZAN, hein, puisque vous n'artificialisez pas. Hein. Oui. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt réfléchir en 3D, c'est au-dessus. Hein, c'est ce bâti, cette masse de béton considérable. Voilà, donc, il faut se rappeler qu'une tonne, 1 mètre carré de chab, donc de surface habitable, correspond à peu près à 1 tonne d'équivalent CO2. Hein. Qu'un hectare de forêt peut absorber en un an environ 6 tonnes. En Île-de-France, il y a 72 000 hectares. Je vous laisse rapidement faire le calcul. On est en train de parler de 1000 logements. Voilà, donc l'ensemble des forêts d'Île-de-France peut absorber l'empreinte carbone de la construction de 1000 logements. Donc, il est totalement critique de réhabiliter plutôt que de démolir et de construire, ne serait-ce que parce que nous, au sein d'Île-de-France, on a une capacité. On est totalement incapable d'absorber l'empreinte carbone liée à la construction. Donc, je pense qu'il nous faut, et là, si je vous ai donné une image simple, il en faut d'autres pour que tout le monde se sente de plus en plus impliqué par ces problématiques. Surtout qu'il y a des décisions qui sont très, très simples à faire. Les compétences sont là, les envies de faire sont là, les grands objectifs, grâce notamment à la taxinomie, sont là. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à.
dans les impacts, hein. Et ce qu'il faudra voir, c'est que cette zéro artificialisation nette des sols ne doit pas créer non plus de contraintes d'un point de vue social, puisqu'on a besoin de logements, donc on puisse effectivement les construire. Je pense que on aurait du mal à pas être en mesure d'apporter le nombre de logements nécessaires aussi au travers de cette contrainte. Donc ça veut dire aussi peut-être être capable d'avoir des immeubles plus hauts pour mettre plus de logements sur une parcelle de même taille. Bon, il y a aussi des enjeux de construction qui sont importants sur ces éléments-là, mais l'enjeu social est aussi important, il doit être pris en compte. Une question pour vous, Raphaël. La société Carreg semble bien appréhender les enjeux d'impact carbone et d'impact des matériaux. Est-ce que c'est courant aujourd'hui sur le marché de connaître l'impact de ces matériaux de construction? Et est-ce que la RE 2020 prendra-t-elle donc ça en compte? Alors, le souhait partagé est très courant. La quantification de ces enjeux, beaucoup moins. Je considère que des acteurs comme nous tous qui embrassons la taxonomie avec le fait, on a une véritable responsabilité en termes d'évangélisation, en termes d'éducation, tout simplement de communication, plus simplement, sur la quantification de ces enjeux, mettre des chiffres derrière les mots. Quand on parle de création de logements en Île-de-France, savoir que les fameux 60 000 logements annuels dont on dit dans la presse là, depuis ans, en fait, c'est ni plus ni moins les 300 000 logements en besoin immédiat étalés sur 20 ans, plus en tenant compte de l'arrivée des 35 000 nouveaux habitants tous les ans. Voilà. Les choses ont un sens, les choses on peut les chiffrer, on peut les comprendre, et là-dessus, on a un véritable rôle de communication. C'est notamment aussi pour cette raison-là qu'on a pris un petit peu de retard et au niveau de la RE 2020, et c'est bien dommage, la RE 2020 aujourd'hui a très peu appréhendé la notion de changement de destination. Et donc, il y a probablement encore des ajustements à faire dans la RE 2020 pour prévoir le changement de destination. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà, je dirais, on a déjà passé quelques messages aux institutions gouvernementales. Il y a un petit effort à faire là-dessus. Parce qu'à la clé, on en a déjà parlé, tous les enjeux d'empreinte carbone et notamment de densification, sur lequel je partage pleinement l'avis de Romain. Il y a aussi, et ça non seulement vis-à-vis des décideurs, mais aussi vis-à-vis des populations qui élisent tous les maires et qui aujourd'hui sont quand même les personnes qui décident, qui émettent les décès et qui font face à des vraies problématiques, c'est qu'ils sont parfaitement conscients qu'il faut produire une ville responsable. Et en même temps, ce sont ces mêmes personnes qui les élisent et qui n'ont pas forcément envie qu'on construise des immeubles plus hauts. Donc là, il y a encore tout un travail d'éducation à faire à la base sur ces thèmes-là. Super, merci beaucoup, c'était très complet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on passe à la conclusion. Oui, il nous reste 5 minutes, donc on va peut-être passer à la conclusion. On pourra répondre éventuellement à d'autres questions par la suite. Vous pouvez contacter. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange très intéressant, très enrichissant aussi, de points de vue un peu différents, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes activités. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette discussion. Donc, en conclusion, on va revenir en fait sur les 4 grands enjeux que nous avons identifiés par rapport au règlement SFDR et à la taxinomie européenne. Le premier grand enjeu, on en a parlé tout au long de cette présentation, c'est déjà le cadre légal qui est mouvant. Donc le fait qu'on a des interprétations, des précisions qui viennent régulièrement s'ajouter aux textes initiaux, que ce soit pour le règlement SFDR ou pour la taxinomie européenne. Et on pense que c'est un réel enjeu pour les sociétés de gestion, puisque l'application est proche, puisque ce sera pour 2023. Donc, il y a aussi un délai d'appropriation qui reste relativement faible, donc un besoin d'agilité finalement de la part des sociétés de gestion. Le deuxième enjeu, on en a parlé aussi, c'est vis-à-vis de la collecte des données, puisqu'on a vu notamment avec le décret tertiaire que la collecte des données énergétiques était déjà une tâche relativement complexe pour les sociétés de gestion.
Bien sûr, ça dépend aussi de leur patrimoine, de la taille du patrimoine et de la connaissance qu'elles ont au préalable de leurs actifs. Mais voilà, c'est quand même un défi assez important, d'autant plus du coup qu'avec le règlement SFDR et la taxinomie européenne, on va aller chercher un plus grand nombre de critères extra-financiers. Donc aussi la nécessité de formaliser ce reporting, de l'institutionnaliser et de le faire annuellement, du coup, pour publier dans les rapports périodiques. Le troisième enjeu, il est très lié à cet enjeu sur la donnée, c'est l'enjeu des systèmes d'information. Là encore, ça dépend bien sûr de la taille de la société de gestion, mais c'est vrai que la particularité, la nouveauté finalement de la taxinomie européenne, c'est de faire le lien entre données financières et données extra-financières. Or, jusque-là, on observe que, de manière générale, les systèmes d'information pour ces deux types de données sont relativement distincts et séparés. Donc, il y a un véritable enjeu aussi informatique à faire communiquer ces deux systèmes, puisque le calcul taxinomique est quand même relativement complexe et donc il est intéressant de pouvoir l'automatiser au maximum en faisant communiquer ces systèmes d'information. Et le dernier enjeu, ou plutôt la dernière opportunité, on en a aussi très largement parlé, c'est l'opportunité de lisibilité, de clarification sur le marché, d'apporter une vision harmonisée, commune à l'échelle européenne et de permettre aussi la comparabilité entre les acteurs, entre les actifs immobiliers, et donc finalement d'avoir une vision commune et partagée sur le marché de ce qu'est une activité durable, de ce qu'est un actif immobilier durable, et de pouvoir ainsi rediriger les flux de capitaux, les investissements vers les actifs, soit les plus durables, soit qui sont en transition pour aller vers la durabilité. Voilà sur les 4 enjeux que nous, on a identifiés pour conclure ce webinaire. Sachez que si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous contacter soit sur LinkedIn, soit via notre adresse mail contact@wildtrees.com. On pourra aussi faire le relais auprès de nos intervenants si vous avez des questions qui les concernent plus particulièrement. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn pour avoir toutes nos actualités. Alors, on publie régulièrement des actualités sur toutes ces nouvelles réglementations. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.